Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Distillerie, le deuxième de cette saison. La draft s'est déroulée la semaine dernière. C'est vraiment le premier événement d'une saison, d'une nouvelle saison en NFL. Les Steelers ont pu pick 7 joueurs dans cette draft, 7 joueurs qui vont donc rejoindre une équipe avec une opportunité de perdre au premier tour des playoffs tous les ans, ce qui est quand même une sacrée opportunité pour tout le monde. On va parler un petit peu de ces pics-là, un petit peu de la stratégie en général, de quelques joueurs en particulier. Et puis évidemment, on parlera aussi de notre sujet préféré pendant cette intersaison, le poste de quarterback. Lucien, comment ça va? Ça va bien, Romain. On a passé une draft sympa quand même. On a eu quelques surprises. C'est toujours cool la draft. C'est toujours sympa. On n'a pas eu énormément de picks, mais il y en a quand même quelques-uns. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire en tout cas sur cette draft, même si on a encore beaucoup d'incertitudes, comme tu l'as très judicieusement signalé. Mais on a Ouais, des choses à dire, je pense. c'est vrai. Euh, allons-y, plongeons-nous dans cette draft. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui a retenu ton attention dans cette classe de draft? Bon, et on parlera, je pense, plus tard du premier choix, évidemment, d'Eric Ouais. Harmon, qui était quand même important, on en parlera tout à l'heure. Mais à part ça, moi, j'ai bien aimé le choix de prendre un running back au troisième tour. Euh, donc, Caleb Johnson de Iowa State. Iowa, pas Ohio, Iowa State. Parce que il y avait eu des discussions sur le fait de prendre un running back au premier tour. C'était une possibilité. On savait autour du 20e choix qu'il allait peut-être avoir un Marion Hampton ou un Travion Anderson de Ohio State qui était peut-être dispo. Et Mhm. d'ailleurs, je pense que si Derek Harmon avait été sélectionné avant, les principaux choix en D-tackle étaient déjà partis, Walter Nolan Ouais, et Kenneth Grant c'est ça. étaient déjà loin aussi. Donc je pense qu'ils auraient peut-être pris Hampton qui est parti au choix d'après, je crois, sauf erreur. Et Ouais, du je crois aussi, coup, hein. j'aime bien qu'il l'ait fait au troisième tour dès le choix suivant. Et finalement, c'est un joueur qui était pas, qui est un peu sorti, pas de nulle part, mais qui a explosé vraiment la saison précédente, Mhm. euh, où il a terminé en tête en termes de yards de la conférence Big Ten, donc une des plus grandes, enfin, des Ouais, divisions de conférences les plus disputées en NCAA. D'assez loin, hein. Il a vraiment fait une saison assez impressionnante avec plus de 1500 yards et vraiment ah aussi ouais, un gros load de portée. Enfin, il a vraiment porté le run game de son attaque. Il a fini avec une moyenne de 6,4 yards par course. Euh, solide. En comparaison avec les autres running backs, parce qu'il y a d'autres running backs qui ont été pris avant lui, je crois que c'est le sixième running back, c'est ça qui a été pris dans la draft. Donc il y en Ah ouais, avait des meilleurs, sixième. J'avais mais pas fait attention. ouais. Donc il y a eu Ashton Genty, évidemment chez les Raiders dans le top 10, Hampton, puis après Judkins et Henderson, les deux de Ohio State, qui sont partis au début du round 2. Et puis R.J. Harvey aussi, qui est parti un Ouais, un peu avant le round 3. Et donc, moi, j'aime bien ce choix-là parce que c'est un running back qui ressemble un peu à Najee Harris, j'ai l'impression. mhm. Il a un peu un gabarit similaire. Il est un peu plus petit et un peu moins lourd. Donc, ouais, il a un peu moins ce côté impressionnant aussi que Najee avait à Ouais, Alabama. Il avait déjà ses signature moves, le mhm. saut au-dessus des défenseurs. Enfin, il y avait un côté un peu aussi plus star avec Najee quand il avait été drafté qui justifiait le fait de le prendre au premier tour, même si c'était pas À l'époque où c'était unanime. encore mal vu de Ouais, prendre un running back au premier tour. voilà, exactement. Et là, c'est un peu une version, voilà, peut-être plus simple, mais pas moins forcément moins talentueuse. En tout cas, Mhm. on sait pas trop. Je pense qu'il a pas été pris plus haut aussi parce qu'il a fait qu'une vraie saison Ouais, euh, impressionnante. Avant, les autres saisons étaient plus, enfin, il était plus en retrait. C'est pour ça qu'il y a d'autres joueurs qui ont été pris avant lui. mhm. Mais moi, je pense que ça peut être, en tout cas, il va bien combiner avec Warren parce que justement, il a ce profil plus proche de Harris. Enfin, c'est un bon remplacement Ouais, à un coût pas trop élevé, hein. Enfin, en troisième tour, c'est quand même important, mais si ça se passe bien pour un running back, je trouve que mhm. c'est cohérent. C'était un besoin de la draft. Ouais, Euh, Moins important selon moi que defensive tackle, on en avait parlé, donc pour moi c'est logique c'est qu'il vrai. se soit été pris après. Donc ouais, je suis assez content avec ce choix de Caleb Johnson et j'ai hâte de le voir en black and gold, même si vous pouvez Il y a déjà voir des déjà highlights en black and gold, puisque ça. Ils ont Iowa le même State joue maillot. aussi en noir et C'est jaune quasiment le même midi. maillot, ouais.
Ouais, ils n'auront pas trop de mal à se projeter, les joueurs qui arrivent d'Iowa, c'est vrai. Tu parles Ouais. de Najee Harris, donc voilà, qui est parti cette saison chez les Chargers. Euh, alors, ce que j'ai vu, c'est que tu as plus regardé Caleb Johnson que moi, mais l'impression que j'ai eue, c'est que même s'il est un peu plus petit, moins costaud, j'ai l'impression qu'il était peut-être plus à l'aise qu'un Najee pour courir entre les tackles. Mais voilà, je base ça sur très peu de vidéos que j'ai vues. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi ou est-ce que je me trompe? Ouais, je trouve qu'il a, je le trouve un peu plus rapide aussi, plus vif. Il y a pas mal de gros plays où on le voit faire des changements de direction, des cutbacks assez rapides. Et il a plusieurs plays très longs. Si vous regardez des highlights de Ouais, cette dernière saison, assez ça c'est impressionnants. différent aussi À, de à ce quel qu'on point a il pu arrivait à avoir à esquiver les Pittsburgh. tackles. Ouais. Exactement. C'est vrai que Nagy, c'était pas vraiment un running back de big plays. Enfin, en tout cas, des 4 saisons qu'il a été à Pittsburgh, on en Ouais. retient peut-être, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, les grosses courses qu'il a fait. Alors, il a fait le taf, il a été constant sans arrêt, toujours là quand il fallait. Mais voilà, là, c'est peut-être un joueur, je le qualifierais vraiment un peu à mi-chemin entre Warren et Harris, un peu Ouais. plus proche de Harris, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant et dans la running back room avec Warren et, euh, Gainwell et qui est le arrivé coup de et Philly. Kenneth Gainwell qui est arrivé durant la free agency depuis Philadelphie. Je pense que c'est une bonne running back room de trois bons Ouais. coureurs et de ce côté-là, ça va bien le faire. Puis ce qui est certain, c'est que Johnson va contribuer. Quoi qu'il arrive, on a bien vu l'approche d'Arthur Smith la saison dernière où il avait aucun problème à utiliser trois running backs dans un match. Je vois pas de raison de changer ça. Et je pense que voilà, je pense que Warren sera le titulaire. Sur le papier, en tout cas, je pense que la première moitié de la saison, il aura le plus de portée. Mais Mhm. après ça, je pense que c'est ouvert et il y aura des opportunités pour Johnson, c'est certain. Ça, c'est sûr. Oui, Et puis, j'ai lu aussi autre chose, c'est que apparemment, c'est un joueur qui est très à l'aise sur des jeux de course avec un blocage de zone, ce qui est évidemment ce qu'aime faire Arthur Smith. Et j'ai lu mhm, juste il y a une heure là qu'Arthur Smith disait qu'effectivement, la saison dernière, il n'a pas pu vraiment utiliser sa philosophie habituelle, il s'est ajusté. Et quelque part, ça s'est aussi ressenti dans le jeu de course, où peut-être mhm. qu'on était moins dans un jeu de zone, comme il aime le faire, et comme le running back qui vient d'ajouter à son attaque aime aussi le faire. Donc, a priori, il y a des chances que, globalement, au-delà du joueur en lui-même, mais le fait du profil du joueur qui est arrivé de Caleb Johnson, l'attaque dans son ensemble puisse fonctionner un petit peu mieux, et en tout cas, le coordinateur offensif serait bien plus à l'aise avec ce qu'il peut faire. Ça peut être intéressant aussi. Ouais, tout à fait. Je pense que, en plus, il a réussi à faire cette bonne performance en Big Ten sans être dans une équipe qui avait la meilleure O-line de la conférence. Et il a fait ça aussi de manière assez impressionnante sans aucun fumble. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi, je pense, très Oui, important. On sait que Najee Harris aussi avait cette capacité à être assez safe avec le ballon. Contrairement à Warren, c'était un peu un doute qu'on avait. Warren a quand même quelques fumbles parfois dans les moments clés du match. c'est vrai. Donc ça, c'est aussi un élément, je pense, qui a beaucoup joué Si je dis pas de dans ce bêtises, profil-là. les stats sur les fumbles, c'est important que tu le rappelles. Si je dis pas de bêtises, en 3 ans, il a fait 4 fumbles, Caleb Johnson, et puis il a eu une très longue série. J'ai plus les chiffres en tête, mais il a fait une très longue série en termes de matchs joués et de carry sans fumble. Mhm. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui est important. Comme tu dis, Najee était très bon et avait une sécurité du ballon qui était assez importante, mais on se rappelle quand même d'un fumble ou deux la saison dernière qui a coûté cher. C'est un peu la Mhm. faute à pas de chance que ça soit un moment décisif, mais c'est quelque chose que les Steelers avaient sans doute en tête. Will nous a Hello, rejoint. hello. Et Salut ouais, Will. ça fait Salut Will, longtemps, hein. pile au bon moment. Salut, salut, Ah oui. je vous prends en cours de route. Je voulais pas vous couper. Ouais, t'avais Ça oublié, va? regarde, tu t'es trompé de sport et tu t'es trompé de ville. Il Ouais, faudra te qu'est-ce que tu remettre veux? au black and gold bientôt. Bientôt, bientôt. J'attends de gagner Mauvais sport, la, mauvaise couleur. ouais, j'attends de gagner la Terrible Towel que t'as mis en jeu. Bah, t'as pas le droit, hein, on va être honnête. Aïe, T'as pas le aïe, droit, aïe, t'es un aïe, membre aïe, de l'équipe. putain. D'ailleurs, Aïe, mais aïe, c'est bien aïe. que tu le rappelles, on a effectivement un vainqueur, je retrouvais son nom tout à l'heure, mais on a un vainqueur. Il va falloir que j'envoie Ouais, la towel à ce vainqueur qui a effectivement trouvé le bon joueur, le bon poste au pic 21. incroyable. C'était pas forcément le plus gros risque, mais voilà, il y a une personne qui l'a trouvé. Et donc il gagnera effectivement cette Terrible Towel venu tout droit du stade
de Acrisure Stadium, le nom le plus dégueulasse de la ligue. Will, on parlait de la draft, on a commencé. Lucien Ouais. nous a parlé du joueur qui a retenu son attention, qui est Caleb Johnson, le running back choisi au 3e tour. Est-ce que Ouais. toi, il y a un joueur qui t'intéresse un petit peu plus dans cette draft? Juste pour parler de la draft, ouais, draft très très bizarre pour moi. On veut renforcer la ligne, hein. Et moi, un joueur que j'ai retenu, bon, c'est pas un joueur de ligne parce que moi je suis un DB dans l'âme, donc je veux parler juste du seul DB qu'on a pris. Bon, c'est au 7e tour, donc je sais pas ce que l'avenir ce qui sera dans l'avenir, mais c'est Dante Kent, donc un joueur assez solide, en tout cas dans sa division. C'est pas une grosse division, mais c'est une division où les Steelers ont déjà été chercher, comment il s'appelle, Antonio Brown, parce qu'il est de Central Michigan. Je crois qu'Antonio Brown aussi était de Central Michigan. Donc C'est ça, ouais. on casse pas les codes, hein, chez les Steelers. On change rien. On va dans les écoles qu'on C'est une bonne, connaît. c'est une bonne On, on- comparaison que tu fais, j'y avais pas pensé, mais et Kent ouais, arrive aussi c'est avec ce profil de punt return oui, et aussi oui, la façon dont Antonio Brown s'est révélé. Espérons c'est qu'il ça. aura Donc autant de succès que KB et qu'il deviendra moins fou vers la fin de sa carrière. moi, je le veux aussi fou tant qu'il nous fait des saisons à 10 interceptions. Il nous en fait deux, trois comme ça, puis après, il peut devenir fou. On le remplacera. Il partira à New Non, England et ouais, à Tampa et ouais, ouais, bref. il fera ce qu'il voudra. Ouais, Mais et ouais, du coup, vas-y. Will, en tant que DB dans l'âme, comme tu l'as dit, est-ce que tu étais surpris que les Steelers attendent si longtemps avant de drafter un joueur dans Bah, le c'est secondary, sûr. donc le 7e tour? Bah, c'est sûr. Après, je connais pas. Je sais pas si le vivier de DB il était bon cette année, mais on a clairement des besoins. Je pense que c'était un des besoins de l'équipe et on le satisfait qu'au 7e tour. C'est bizarre. Après, peut-être que cette année, il n'y avait pas assez de joueurs à ce poste, mais au 7e tour, ça veut dire que on est confiant sur ce qu'on a et on rajoute un joueur au cas où, s'il y a des blessés, s'il est super bon, bah, il jouera. Mais je pense que le coaching staff est confiant avec Joey Porter Jr., Slay et qui est-ce qu'on va mettre en troisième? Vinny Bishop Euh, qui serait le slot a Vinny, priori, Vinny Bishop sauf énième retour de Cameron Sutton. ou alors on pourrait peut-être jouer avec le safety des Browns là, comment il s'appelle, Joan Thornhill, en Oh, en, je en l'avais oublié, roster, en lui. rover, Je en rover, l'avais et oublié, c'est avec vrai. 2 autres safety là-haut. Je sais pas, je sais pas. Je pense que C'est voilà, vrai que ils se sont dit on est bien. c'est un format que les Steelers ont pas mal utilisé ces dernières années. Plutôt que Ouais, de faire rentrer un slot corner sur certains packages, ils mettent un troisième safety, safety. ouais. T'as Mm. raison de le rappeler, c'est important. Très rapidement, je vais vous dire mon joueur à moi, mais avant ça, vu qu'on est sur les DB et les safety en particulier, un petit mot sur Ryan Watts qui était drafté la saison dernière au 6e tour par les Steelers. Il y avait quand même pas Mm. mal d'espoir autour de lui, malgré qu'il ait été drafté si tard. Malheureusement, il s'était blessé au cou lors du dernier match de pré-saison l'année dernière. A priori, à ce moment-là, on pensait qu'il n'y avait pas une gravité énorme. Et puis finalement, il a dû être opéré. C'était une blessure au cou assez sérieuse. Et il a annoncé, enfin, ça a été annoncé il y a quelques jours par les Steelers. Lui a annoncé ça lui-même ce jeudi, que voilà, il mettait fin à sa carrière. Alors voilà, Mm. drafté depuis un an et 0 match en saison régulière, c'est vraiment le genre de choses qui nous rappelle que la NFL, c'est vraiment dur. Les carrières sont courtes, même parfois avant d'avoir commencé. Et c'est des mecs qui dédient leur vie entière à ce sport. Voilà. On l'a vu, hein, tous ceux qui ont regardé les documentaires sur Netflix, sur Last Chance U, ce genre de choses, où tu vois les joueurs au lycée, à la fac, ils ont que ça. Tout le reste est Ouais. autour du football, y compris les études. C'est le football, c'est vraiment le centre de leur vie. Et de voir ça partir d'un coup d'un seul comme ça sur voilà, un mec est mal retombé une fois, c'est dur, c'est dur. C'est clair, c'est clair.
bonne ambiance dans le podcast. Bon, allez, Non, mais repartons c'est. sur des choses positives. Mais c'est vrai que c'est toujours dur. Moi, c'est vrai qu'on a tendance à voir ces gars comme des joueurs. Mais il y a toujours un humain derrière et c'est super dur pour eux, quoi. C'est super dur Mm. pour eux. Bref, allez, un petit peu de positif pour moi. Jack Sawyer, choix au 4e tour. J'ai été un petit peu surpris au moment de l'annonce de ce choix parce que bon, chez nous, ce sera un OLB, un outside linebacker. En général, ils sont présentés comme edge durant la draft, ce qui n'était pas forcément un besoin énorme. On sait que bon, on a les deux mecs qui sont TJ Watt et Alex Highsmith qui sont peut-être les deux mecs sur le roster qui ont leur place de titulaire la plus garantie. On a Nick Herbig aussi qui a fait une bonne saison l'année dernière. On a vu un Nick Herbig qui savait prendre les opportunités qu'il avait. Donc on avait voilà, un top 3 assez établi. Et finalement, dès le 4e tour, avec, comme on l'a dit, des besoins peut-être plus pressants dans le secondary, les Steelers vont chercher Jack Sawyer. Et puis finalement, j'ai commencé à réfléchir un petit peu plus à la logique de ce choix. Pourquoi est-ce qu'on allait chercher ce mec-là? J'ai trouvé des réponses dans son profil, j'ai trouvé des réponses dans son CV, en tout cas c'est mon interprétation. Donc Jack Sawyer, c'est un mec qui a fait 4 ans à Ohio State. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est vous regardez son CV, vous regardez ses stats, tous les ans, il progresse dans toutes les catégories statistiques. À chaque fois, chaque année, il est meilleur que l'année précédente. Et l'année dernière, il fait une saison, j'ai pas gardé les stats devant moi, mais je crois qu'il est à 7 passes défendues, il a 4 interceptions, quelque chose comme ça, fumble Ouais. forcé, fumble recouvert. Il a battu C'est lui qui plie le match. toutes ces stats des années précédentes une fois. Donc, voilà, c'est assez intéressant de voir que le mec continue de grandir, de se développer. Tous les joueurs ont forcément un plafond qui à un moment ils vont être au max de leur potentiel et c'est fini. Ce qui est bien avec Jack Sawyer, c'est qu'on ne sait pas où est ce plafond. Le mec continue de progresser toutes les saisons. S'il arrive encore à faire ça à Pittsburgh, 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut avoir un mec qui est très très solide. Une autre raison pour laquelle je pense que les Steelers sont allés chercher Jack Sawyer, déjà à ce que j'ai lu des insiders, c'est qu'ils étaient surpris qu'il soit encore disponible au 4e tour. Mais si on regarde son profil, si vous regardez son physique, il est très semblable à Nick Herbig. Euh, il est un petit peu plus grand, un petit peu plus lourd, avec des bras un petit peu plus longs, mais vraiment le gabarit est similaire. Je ne sais pas si on compare Nick Herbig à une pointure de chaussure 43. Jack Sawyer, il est 43,5. Voilà, il est un petit peu plus grand, mais c'est tout. Mais la grosse différence entre ces deux joueurs, c'est que Nick Herbig, on l'a vu la saison dernière, capable de faire des gros plays en pass rush, d'aller chercher un sac, un sac fumble, ce genre de choses. Plus difficile contre la course, plus de difficultés à se sortir des blocs. Et à ce que j'ai vu et lu sur Jack Sawyer, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très très bon contre la course en priorité. Et on va y revenir dans les minutes qui viennent sur ce qui a influencé un petit peu le thème de la draft pour les Steelers. Mais clairement, le jeu de course défensivement, c'est quelque chose qui était important. Et je pense que Jack Sawyer vient amener un élément, en tout cas un peu de profondeur à ce poste, en particulier pour le jeu de course. Et ça, c'est intéressant. Je sais que d'habitude, les Steelers ont, en tout cas depuis 2-3 saisons, je dirais, ont l'habitude de voir les OLB un petit peu comme des duos. Pour ceux qui suivent le hockey le sauront mieux que moi, je ne suis pas forcément le hockey, mais c'est ce concept de triplette un petit peu. Voilà. Quand il y en a 3 qui sortent, il y en a 3 qui rentrent, les lignes, c'est les 3 mecs qui jouent toujours ensemble. Et les Steelers font un peu ça avec les OLB, donc c'était TJ et Smith qui étaient quasiment toujours ensemble sur le terrain. Et quand ils soufflaient, les deux soufflaient en même temps, et on avait l'année dernière Herbig et Preston Smith. C'est un concept avec lequel j'ai toujours eu des difficultés, mais je pense qu'on pourrait voir ça changer cette année avec des rotations un petit peu différentes et finalement Herbig ou Sawyer qui rentreraient en fonction de la situation, en fonction de ce qu'on pense que l'équipe adverse a à faire. Et c'est peut-être pas une flexibilité qu'on avait les années précédentes et c'est pour ça aussi que j'aime bien ce choix finalement, même si au début j'étais un petit peu étonné. Mais voilà, je suis assez content, assez intéressé. Voilà, encore une fois, la draft, et je vais le dire peut-être 10 fois dans cet épisode, on sait jamais. On sait jamais. Et tu vas voir les mecs qui ont fait les meilleures carrières en college qui vont rien faire, des mecs qui étaient relativement inconnus qui vont faire une super carrière. On ne sait pas, mais le profil m'intrigue et ce qu'il apporte à l'effectif, même s'il sera en gros le 4e dans la rotation, c'est quelque chose qu'on n'avait pas et ça me plaît pas mal. Ouais, mais c'est vrai que c'était pas un besoin apparemment vital, en tout cas quand on voit quand on connaît l'effectif actuel. Mais c'est vrai que chaque saison,
il a quand même eu des petits pépins physiques chez les linebackers de Pittsburgh. Et bah, il y a eu des trades l'année passée. Preston Smith était arrivé en cours de saison pour pallier ça. Il y avait eu Marcus Golden la saison précédente. Donc il y avait toujours un besoin un peu d'un quatrième larron qui était jamais vraiment. Qui allait pas rester sur le long terme, quoi. C'était souvent des solutions temporaires. Ouais. Donc qui décide de draft au final pour combler ce souci récurrent ces 2-3 dernières saisons. Ça fait du sens aussi. Donc moi, ça finalement, plus on en parle et plus on analyse le choix, effectivement, moi aussi, ça me dérange moins. Ouais, c'est ça. On va passer sur le choix de premier tour. On l'a gardé un petit peu pour la fin. Mais avant, ça fait 20 minutes déjà que cet épisode a commencé et j'ai oublié de lister les choix. On va peut-être faire ça avant de passer à autre chose, mais peut-être c'est important. Donc, au premier tour, Derrick Harmon, listé comme defensive tackle, je vais revenir en provenance d'Oregon. Donc, premier tour, deuxième tour, personne, ou DK Metcalf, selon la façon dont vous voulez voir les choses. Troisième tour, Caleb Johnson, le running back dont Lucien nous a parlé. Quatrième tour, Jack Sawyer, dont je viens de parler en provenance d'Ohio State. Cinquième tour, Yaya Black, encore la ligne défensive, l'UC d'Iowa. Au sixième tour, on va en parler plus tard, j'en suis certain, le quarterback Will Howard, aussi d'Ohio State. Et puis deux choix de septième tour, Dante Kent, dont Will nous a parlé. Et puis un inside linebacker, là aussi peut-être un peu moins attendu, Carson Brunner, qui poursuit la tradition des Steelers, qui est de drafter et de choisir des mecs qui ont un lien de parenté avec des anciens joueurs. Voilà, je pense que c'est pas le choix dont on parlera le plus, mais bon, voilà, c'est la tradition un petit peu des Steelers. Et on va trouver le fils d'eux ou le frère d'eux à chaque fois, avec ou sans succès. Mais bon, peu importe. Derrick Harmon, d'été, Oregon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, on l'avait dit, hein, et moi j'avais parié sur un DT. Bon, j'avais plutôt présagé qu'ils allaient prendre Walter Nolan. Donc finalement, ils m'ont donné tort. Bon, il avait été pris avant, peut-être qu'il l'aurait pris s'il avait été disponible. Mais Derrick Harmon était clairement dans les trois qui étaient possiblement papables pour rester dans l'actualité. Et non, c'est vraiment un bon choix. Enfin, c'était clairement un besoin. Il va pouvoir jouer directement en tant que titulaire. Il va pouvoir apprendre de Cam Hayward. Oui, le poste de quarterback était dispo. Oui, on en parlera tout à l'heure. Il y avait des noms qui étaient dispo au 21e choix, mais ils n'allaient pas draft un de ces quarterbacks-là au premier tour. Ça paraissait assez évident. Et oui, le besoin après la saison compliquée contre la course. En fin de saison, on a vu contre des grosses équipes comme Philadelphie, ça allait juste pas, ça allait juste pas, c'était pas possible. Donc il fallait trouver une solution pour ça. Et moi je trouve que Derrick Harmon c'est la bonne solution. Il est très impressionnant et il vient d'une grosse équipe Oregon qui a l'habitude des gros rendez-vous. Donc je pense qu'il va très facilement s'intégrer à la défense de Pittsburgh. Will, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? C'est vrai que, comme disait Lucien, c'était pas une surprise le poste. Pas une surprise, ça veut pas forcément dire que tout le monde était d'accord. Qu'est-ce que tu en as pensé? Non, c'est un bon pick au final. Il était dans beaucoup de mock draft comme étant un bon DT au premier tour. Après, moi, j'étais vraiment sur un quarterback. Je pensais qu'on allait prendre soit Jackson Dart ou l'autre. On peut pas dire son nom. Hein, L'autre, appelons-le l'autre. Donc, celui qui est parti au cinquième tour, là, ou sixième, je sais. Celui qui est parti au cinquième tour. Donc, non. Donc, il a l'air vraiment impressionnant. Ce qui est bien, c'est qu'il pourra apprendre de Cam Hayward, comme Lucien l'a dit. Et c'est le plus important. On renforce la ligne. Il faut plus que Derrick Henry passe. Il faut plus que. Enfin, de l'autre côté, les Browns, ils vont recruter 2 running backs. Et ces joueurs-là doivent plus passer. Les 18 quarterbacks, ils ont pris aussi les Browns. Les 18 quarterbacks. Du côté des Bengals, bon, ils savent pas courir, mais voilà, on a renforcé la ligne. C'était un de nos soucis. Maintenant, le joueur en lui-même, je connais pas plus que ça.
Il est dans une grande école. Il vient d'une grande école et qui était en playoff cette année. Donc, il a l'habitude des grands rendez-vous. Il apportera peut-être une certaine expérience au niveau de ce genre de match avec enjeu. Peut-être que ce sera un profil sur qui on pourra compter lors des playoffs. Parce qu'en général, un rookie, il va pas. Tu dis qu'il sera titulaire, je sais pas. À part si Cam Ward est très fatigué cette année, je pense que voilà, il sera sur certains packages, mais il sera pas. Pour moi, je pense pas qu'il sera titulaire parce qu'on aime beaucoup préserver les rookies, à part si c'est à part si c'est un monstre, hein. À part si c'est un monstre et que en pré-saison, il montre des choses incroyables. Donc voilà mon avis. Mais au Il y a quelque final, chose qui est assez intéressant que j'ai remarqué, qui peut nous donner une indication sur le fait qu'il soit titulaire ou non. Euh, alors, je vais peut-être expliquer rapidement pour ceux qui sont un peu plus nouveaux. Donc, la défense des Steelers, on appelle ça une 3-4, c'est-à-dire qu'il y a 3 joueurs de ligne défensive et derrière 4 linebackers, deux sur l'extérieur, 2 à l'intérieur. Voilà. Après, il y a forcément plein de packages différents, etc. Mais c'est ça. Sur la ligne défensive, on a donc un mec au milieu qui est le nose tackle, qui est un poste ouais, qui vraiment existe uniquement dans ce schéma. Et puis on a 2 joueurs sur les côtés, un à gauche et un à droite, en général. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 2 joueurs sur les extérieurs ne jouent pas le même poste, même si ils font partie de la ligne défensive et qui voilà, ils sont chacun d'un côté d'une obstacle. En général, dans la plupart des cas, en tout cas, on a un de ces mecs-là qui va être considéré par les Steelers aussi, c'est important, comme un defensive tackle, qui va être plus souvent plus proche du garde adverse. Donc en centre du free garde, technique, ouais. en technique 3, voilà, on ira pas dans les détails aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a un joueur que les Steelers ont appelé un defensive end, qui a tendance à être un peu plus écarté et donc plutôt sur le tackle, l'offensive tackle Ah, adverse. il sera entre le garde et le Depuis tackle, ouais. longtemps, ouais, depuis longtemps, Cam Ward est maintenant defensive tackle. Je crois qu'en début de carrière, il était aussi utilisé comme defensive end, mais depuis des années maintenant, voilà, defensive tackle. Ce qui est intéressant, c'est que les Steelers ont drafté 2 joueurs sur la ligne défensive cette année, Derek Harmon et Yaya Black au 5e tour. Les deux sont des monstres physiques, hein. Pour rappeler, c'est assez intéressant. Harmon, 1m96 pour 142 kg. Et encore, Yaya Black, 1m98 pour 152 kg. Donc, autant vous dire que le mec, je le croise, il a même pas besoin de me demander mon portefeuille. Voilà, je suis volontaire, je donne la montre, le portefeuille, vas-y, voilà. Bref, donc très très gros physique. Derek Harmon est listé comme defensive tackle, qui serait donc, comme tu peux le dire, Will, le poste de Cam Ward, et qui peut nous laisser penser qu'effectivement, il va être un petit peu derrière Cam et qu'il va apprendre, etc. Yaya Black, qui est encore plus grand, plus gros, et c'est pour ça que je parlais un peu de leur physique. Lui, par contre, est listé comme un defensive end. Ce qui est un petit peu, ça va un petit peu contre l'intuition qu'on aurait pu avoir. On va voir comment ça se passe. On sait que Larry Ogunjobi est parti. Larry Ogunjobi jouait ce poste de defensive end. Donc il y a une opportunité, un besoin qui est plus grand là. Mais on parle de 2 joueurs, il y en a un qui était drafté au premier tour et l'autre au 5e tour. Comment est-ce que les Steelers vont utiliser ça? Je vois pas autre chose que Derek Harmon commencer comme defensive end. Parce que c'est le joueur, a priori, le plus talentueux qu'on avait à notre disposition. Il devrait commencer là. Est-ce que ça veut dire que le plan de succession pour Hayward pourrait être Harmon joue defensive end, quand Cam prend sa retraite, il prend le poste de Cam, et on espère que Yaya Black, drafté au 5e tour, puisse se développer suffisamment, parce qu'on le sait que aucune garantie, encore plus quand tu vas dans les pics du 3e jour. Voilà. Est-ce que ça peut être le plan de succession? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé cette différence entre les listings de DE et DT assez intéressante. Et quelque part, ça laisse un peu plus de flou encore sur l'utilisation possible de Derek Harmon. Ouais, et puis il y en a un autre qu'on oublie et qui est pas mal, c'est Keanu Benton, qui normalement devrait prendre ce poste de TT. Selon moi, les titulaires alors c'est 2 DE et 1 DT, donc ça va être en DE, on va avoir Léal, je pense, des Marvin Léal qui il n'a pas encore J'espère que prouvé, tu te mais je crois trompes, que oui.
Je crois que c'est sa troisième année. Il est obligé de prouver. Il est obligé de prouver à un moment avec soit des Marvin Leal, soit je sais pas qui dire franchement. Allez, de Marvin Leal, Cameron Hayward et à droite Keanu Benton ou notre petit rookie. Mais ouais, pour moi, il commencera pas en DT, il commencera en Mhm. DN comme tu as dit. Et voilà. Ouais. Après, c'est bien que tu parles de Keanu Benton aussi. Donc, depuis qu'il est à Pittsburgh, Benton joue nose tackle, donc vraiment ce poste au centre de la ligne défensive qui en général est soit directement sur ou entre le center et le guard ou directement sur le centre. C'est vrai que en termes de physique, Kenny Benton, ça reste un monstre, hein, parce que de toute façon, sur la ligne défensive, on se rend pas compte, mais c'est tous des monstres. Mais peut-être pas aussi, comment dire, imposant qu'un nose tackle pourrait l'être, en tout cas a pu l'être par le passé chez les Steelers. Il y avait une possibilité dont beaucoup de gens en parlaient avant la draft, qui était que Kenny Benton aussi comment dire, partage son temps peut-être entre le nose tackle et les defensive end, et que les Steelers pourraient drafter quelqu'un. On parlait de Kenneth Grant, qui était d'ailleurs la personne que j'avais euh, mentionné la semaine dernière comme potentiel choix de premier tour, mais qu'un choix de premier tour peuvent venir aussi utiliser la position de nose tackle et qui donnerait un petit peu de flexibilité à Kenny Benton. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités. Je pense qu'on en saura un petit peu plus dès les premiers matchs de pré-saison. Je pense que dès le training camp, on aura des indications. Après, c'est vrai que à cette période-là d'année, il faut toujours faire attention parce qu'on sait que ce que disent et ce que font les équipes à ce moment-là, ça reflète pas toujours ce qui se passe dans la saison régulière. Mais il y a plein d'options en tout cas. Et si tu regardes le physique pur, Harmon peut faire les trois postes a priori. Et avoir cette flexibilité, c'est toujours bon, surtout en NFL et à des postes où on sait qu'il y a beaucoup de rotation et puis il y a aussi des blessures. T'es en mute, Lucien. T'es en mute. Oui, pardon, excusez-moi. Je disais que j'étais assez d'accord avec vos analyses. Euh, moi, je pense quand même il va assez vite, peut-être pas le tout premier match, mais il va très très vite avoir de la chance et prendre le poste de titulaire. On a quand même vu que Fautanu a quand même joué très vite, même s'il s'est blessé très vite Ouais. la saison dernière. J'ai l'impression que au vu de la situation, ils ont cut Montravius Adams aussi tout récemment. Ouais. Le départ de Ogunjobi, pour moi, il y a vraiment un besoin de le faire jouer assez rapidement et pour le coup, ça a l'air vraiment d'être un joueur qui est comme comme le dit l'adage NFL ready quoi. Donc je pense qu'il le Ouais. sera. En tout cas, il apparaît Mhm. comme étant. Et puis si on est honnête, les Steelers ne visent pas une victoire au Super Bowl la saison qui arrive. Non. Donc quelque part, y a pas grand. C'est bizarre à dire, mais il y a pas grand chose à perdre. Quoi. Fais jouer le mec, sois sûr qu'il accumule de l'expérience, qu'il passe beaucoup de temps avec Cam Ward. Voilà, peu importe ce qui se passe quelque part. Faisons jouer les mecs. On a des mecs jeunes qui ont du potentiel, autant qu'ils emmagasinent de l'expérience, et puis on verra ce qui se passe avec les résultats. Mais voilà. C'est pas l'habitude qu'on a, c'est pas l'attitude qu'on a l'habitude d'avoir. Mais si on est réaliste, cette saison va ressembler à ça. Ouais, sans doute. Franchement, on peut toujours se dire que enfin, que la qualification en playoff est possible, hein, et moi je pense que ça dépendra aussi beaucoup du poste de quarterback. On en parlera tout à l'heure. Mais, mais enfin, c'est un bon moment de faire la transition parce que pour moi, j'ai vraiment l'impression après cette draft que leur plan maintenant c'est de draft un quarterback la saison prochaine et d'y aller cette année avec Rodgers ou un backup. Donc pour moi, Ouais. le plan à moyen long terme, c'est ça. Cette saison est un peu une saison de transition, même si ça fait plusieurs années qu'on a l'impression que c'est des saisons de transition. Ouais, c'est vrai. Disons que cette année, c'est peut-être la dernière saison de transition avant vraiment de trouver le quarterback du futur. Euh, et puis qu'après, il restera une fenêtre de peut-être 2 3 ans sur le quarterback qui serait potentiellement Mhm. un franchise player qui serait sur son contrat rookie. Et on aurait encore TJ Watt qui serait encore là. Peut-être Edwards il pousse encore un peu. Metcalf qui serait potentiellement toujours numéro 1. À Mhm. voir si justement le quarterback du futur c'est un quarterback rookie, on pourrait quand même payer Pickens sur Ouais. un contrat de receveur numéro 2. Voilà, moi c'est un peu comme ça que je vois la vision maintenant après cette draft.
on va dire, sur les 2-3 prochaines années. Et dans cette vision, quelle est la place de Will Howard, donc le QB qui a été drafté par les Steelers au 6e tour? Bah, ça, c'est un peu la question. Honnêtement, quand on regarde les quarterbacks qui ont été draftés au 6e tour ces dernières années, bon, ça vaut pas du rêve. Je sais qu'il y a eu pas mal de discussions après, euh, en- comme quoi, ah, mais c'est peut-être un style en fait. C'est parce qu'il faut le rappeler, c'est le quarterback qui a gagné le titre de champion Ouais, universitaire avec Ohio State cette saison. Il avait été recruté la saison dernière justement par Ohio State pour aller chercher ce titre-là. Mais c'était clairement pas l'atout numéro 1 de l'équipe. Ohio State est une franchise, pas une franchise, mais un programme universitaire tellement puissant qu'ils ont une équipe chaque année qui est extrêmement forte sur tous les côtés du terrain. Mais il a été très très efficace et il a été très bon en playoff justement. Il a été, je crois, MVP du Championship Game. Euh, donc c'est ça qui a aussi convaincu, je pense, les Steelers de le prendre à ce moment-là. Il aurait pu partir un peu plus tôt, un peu plus tard. Mais pour répondre à ta question, je pense que il sera backup dans un premier temps, soit de Rudolph, soit de Rodgers, troisième ou deuxième ou troisième. Et si ça joue pas, soit avec Rodgers parce que ça joue pas, ou avec Rudolph ça joue pas, il aura peut-être sa chance. Et si bah ça devient une sorte de Brock Purdy et en fait il est excellent en direct, bah ça peut être le quarterback du tant mieux. futur et le plan tombe à l'eau. Ou alors bah ça fonctionne pas et c'est juste un backup solide et on re-signe pas Rudolph, Rodgers part et ça devient le backup du futur quarterback qui serait drafté la saison prochaine. Ça serait un petit peu inhabituel comme situation, mais je pense que tu as raison, c'est possible euh, qu'on ait un joueur de deuxième année la saison prochaine, donc Will Howard, qui serait le backup d'un mec qui était drafté un an après. C'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. C'était les Cards qui avaient fait ça, je crois, non, si je dis pas de bêtises, avec Josh Rosen et puis Kyler Murray la saison Ouais. suivante. Ça s'est pas très bien passé. Enfin, Kyler Murray, ça va, mais effectivement, Josh Rosen, ça l'a un petit peu envoyé aux fraises. Ça sera intéressant. Will, comment tu vois la situation sur le poste de QB, que ce soit Will Howard Ton ou homonyme, les autres noms dont on parle? Ouais, le poste du QB, la stratégie, la vision, tout est un peu flou parce que je pense on parle d'un joueur qui pour l'instant n'est pas un Steelers. On parle de Aaron Rodgers. Donc si lui il vient, la vision elle est complètement changée. Et en fait, c'est pour ça que d'un côté, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent parce que si Aaron Rodgers vient, normalement, on a toutes les pièces du puzzle pour aller très loin. Et on a tout fait pour arrêter la course. On a recruté un receveur, on a une ligne qui va bien, on a un running back. Normalement, si Aaron Rodgers vient et c'est le Aaron Rodgers de Green Bay, on a toutes les pièces du puzzle pour aller très loin. Après, s'il vient pas, euh, le poste de QB, actuellement, les Browns, ils ont 5 titulaires, nous, on a 2 backups. 3 backups, pardon. On a 3 backups. 5 titulaires, t'es gentil gentil avec Kenny avec Pickett les et d'autres. 5. T'es gentil avec les 5. Kenny Pickett était titulaire aux Steelers. Flacco, il a Non, mais été oui, objectivement, titulaire. la QB room est meilleure, je suis d'accord avec toi, Voilà. Nous, bien sûr. on a 2 backups parce que voilà, si on part avec Mason Rudolph, ça veut dire que oui, on fait une croix sur cette année et on se dit, on aura une meilleure place à la draft parce que les bons QB, tu peux pas aller les chercher si tu gagnes 10 matchs. Si tu gagnes 11 matchs, tu pourras jamais aller chercher euh, un Cam Ward ou un QB Tu peux si t'as monter, hein, tu peux trade. le meilleur qu'on ait fait en montant, on est monté en 10e position. Je sais plus ce qu'on avait donné. Non, C'était on ne parle pour pas de Devin Devin Bush. Bush. C'était pour Devin Bush. Donc, ça ne réussit Oh pas de non. monter, hein. On est monté pour Devin Bush. On est monté pour Broderick Jones. Bon, Broderick Jones, c'est un peu mieux, mais peut-être qu'on va s'en séparer l'année prochaine aussi. Donc, On ne sait pas encore. voilà. Voilà. Ouais. Donc, Devin Bush, franchement, je m'attendais pas à ce qu'on parle de Devin Bush aujourd'hui. J'en fais encore des cauchemars. Je vais vous dire un truc. Il y a quelques années, je voulais acheter un maillot de TJ Watt, mais pas envie de lâcher 90, 100 balles, quoi que ce soit. J'avais acheté un maillot de TJ Watt sur un site un petit peu, voilà, un petit peu sombre, pas très légal, mais beaucoup moins cher. Donc j'ai acheté ce maillot de TJ Watt et le maillot qui arrivait, c'était un maillot de Devin Bush. oh, J'ai wow. dit, bon, c'est la Incroyable. bonne équipe, mais je vais pas le mettre, hein. Je vais pas le mettre le maillot de Devin Bush.
Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que j'en Incroyable. fais encore des cauchemars de ce mec-là. Euh, Ouais. Bon. je vais rebondir sur un truc qu'on vient de dire. J'ai fait un petit peu de recherche pour une fois. Voilà, j'ai bien préparé au moins une partie de l'épisode du podcast. Mais je suis remonté jusqu'à 2010 et j'ai regardé tous les QB qui ont été draftés. Et puis après, c'était mon appréciation, mais en gros, j'ai fait ça sous forme de boom or bust. Donc voilà, est-ce que c'est un QB qui a eu du succès ou non? Et c'est très binaire, hein, c'est oui ou non. Donc forcément, il y a mon jugement là-dedans. Et puis j'ai regardé ça par tour. Alors pour vous donner une moyenne, et la raison pour laquelle j'ai fait ça, avant que je vous donne les chiffres, c'est que souvent on peut entendre des fans dire allez tanker une saison, comme ça vous pouvez prendre un QB au premier tour dans le top 10, dans le top 5 l'année prochaine et vous êtes réglé pour 10 ans. Et ça part du principe que si tu draftes un QB dans le top 5, top 10 premier tour, ça va forcément marcher. Et c'est vraiment pas le cas. Les chiffres, donc, sur les 14, 15 dernières saisons, il y a eu un total de 176 quarterbacks draftés en tout. Parmi ces 176, il y en a eu 49 au premier tour. Alors, j'ai exclu les joueurs pour lesquels c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Donc, euh, Michael Penix de l'année dernière, JJ McCarthy, on ne sait pas. Bonix, on ne sait pas. Spencer Rattler, on ne sait pas. Et puis, j'ai laissé aussi Bryce Young, on ne sait pas. Donc, ces joueurs-là sont exclus. Au-delà de ça, ça fait qu'au premier tour, sur 49 QB draftés, j'en mets 21 qui ont fait plutôt de bonnes choses. Mais voilà, je pense qu'un Baker Mayfield ou un Trevor Lawrence, je les ai mis en oui bons joueurs. Alors que est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent aller prendre un Super Bowl? J'en doute personnellement. Ça veut dire qu'il y a un taux de succès au premier tour d'environ 29%. Alors c'est nettement mieux que dans tous les autres tours, c'est certain, mais ça reste très bas. Et le fait de tout vendanger, de tout lâcher, de dire on fait l'impasse sur une saison, on détruit un petit peu tout et puis on reconstruit autour du nouveau QB, mais t'as quelque part, tu as encore 4 chances sur 5 que ça fonctionne pas. Et donc pour moi, c'est vraiment pas aussi simple que ça de se dire il faut drafter un QB au premier tour parce que t'as pas beaucoup de chances pas beaucoup de garanties de succès en tout cas. Juste pour vous donner les stats, euh, en moyenne, donc depuis 2010, en moyenne, il y a 12 QB draftés chaque année. 12. Sur ces 12, en moyenne, il y en a un qui a du succès. Donc le poste de QB, c'est vraiment, j'ai pas envie de dire c'est une loterie, parce que tu vois, quand les Chiefs vont chercher Patrick Mahomes et qu'ils montent pour aller le chercher alors qu'ils ont déjà Alex Smith à l'époque, c'est qu'ils savent qu'il y a quelque chose, ou en tout cas ils sont très confiants et ils voient quelque chose. Mais au-delà de ça, et puis on l'a vu, on est très Mais bien Bah, placé il y a pour en plein parler. d'équipes Hein, qui Kenny sont très Pickett, confiants souvent et non, mais qui montent ouais, et au final ça se plante. il y a un c'est ça. coefficient à Je parlais rajouter, de c'est le Bryce Young. coefficient. Ouais, attends, il y a un coefficient à rajouter selon moi, c'est le coefficient de la franchise. Parce qu'en général, les franchises qui piquent en premier lieu, c'est pas des franchises qui historiquement sont bonnes. Quand tu vois Cardinals qui prennent Josh Rosen au premier tour, bah, le mec il a pas joué un seul match. C'est une bonne franchise. Enfin, c'est peut-être pas un bon exemple, mais la plupart des joueurs piques et qui réussissent pas, c'est par exemple on va prendre Trubisky, pareil, Chicago, c'est pas une énorme franchise. Ouais, Daniel Jones, c'est une franchise qui se casse la gueule. Ils ont vendu Saquon, enfin bref. T'as t'as qui encore qui a pas trop les réussi? Jets. Daniel, les Jets, voilà, c'est des équipes qui historiquement ne montrent pas grand-chose. Mais t'as d'autres équipes qui savent recruter. Nous, la dernière fois qu'on a piqué assez haut, un quarterback, je crois que c'était Ben Roethlisberger, et au final, ça a bien marché. Je sais pas si on va trouver notre Ben Roethlisberger l'année prochaine, mais moi, je pense qu'il y a ce coefficient de franchise à prendre en compte. Euh, Ou voilà, enfin, quand t'as les Browns qui piquent en premier, forcément, ça va C'est pas vrai qu'on être s'attend super jamais à top. quelque chose de bien avec les Browns. Voilà, ils Ouais. peuvent prendre qui Après, ils veulent. ce que tu dis, ouais. Ce que tu dis, c'est important qu'effectivement l'élément de franchise est là, mais pas seulement dans l'évaluation du joueur qui est pris, mais aussi dans le développement. Et, Voilà, surtout et ça. malheureusement, si on est honnête, en tant que Steelers, on ne sait pas si on est capable de développer un QB. On ne sait pas si en tout cas le staff qui est là est capable de développer un QB. La dernière fois qu'on a eu un mec élite, effectivement, c'était Big Ben.
il n'a pas été développé par Pittsburgh. Il a joué dès sa première saison au bout de quoi 4-5 matchs parce que les deux mecs devant lui se sont blessés. Et puis il a gagné tous les Mhm. matchs en saison régulière. J'ai du mal à croire que c'est le staff des Steelers qui l'a développé en l'espace de 6 semaines, tu vois. Et depuis, tous les joueurs qu'on a eu, que ça soit drafté, que ça soit des free agents recrutés qui avaient potentiellement une opportunité de progresser, rien du tout. On n'a rien fait. Donc c'est un élément qui est important, en particulier pour nous, parce que ça soit Will Howard cette année Ouais. ou potentiellement un mec au premier tour l'année prochaine, est-ce qu'on va les mettre dans les bonnes conditions pour réussir? C'est voilà, un gros point d'interrogation. Après, on n'avait pas besoin non plus d'aller chercher les QB élites parce qu'on avait Roethlisberger. Mais j'ai écouté son podcast et il disait que Will Howard, ce qu'il doit faire, c'est essayer pour l'instant, parce qu'on ne sait pas vraiment son potentiel, c'est essayer de viser une carrière à la Charlie Batch, à la Landry Jones. C'est pas des grosses carrières, mais c'est des carrières de backup qui, sur la durée, ils ont été plus loin que d'autres QB qui sont arrivés, qui ont été mis direct dans le bain et qui, 3 ans après, ils étaient foutus. Pour l'instant, je pense que pour Will Howard, en tout cas, c'est ce qu'il doit faire. Je suis d'accord avec ce point-là où il doit viser une carrière de backup et pas s'attendre à tout de suite être titulaire et surtout apprendre de Mason Rudolph ou de Aaron Rodgers s'il est là. Mais Mm. voilà, c'est un poste qui est compliqué en tout cas. Chez nous, c'est clair que oui, on n'a pas développé des masses. Mais c'est bien aussi de parler de cet angle-là. On parle effectivement de les Steelers ont drafté Will Howard. Est-ce que c'est bien pour les Steelers? Mais inversons la chose. Est-ce que d'avoir été drafté par les Steelers, c'est une bonne chose pour Will Howard? Moi, Il je avait dis l'air que oui. content quand il a reçu le téléphone, en tout cas. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, on a tous vu la vidéo où, avant d'être appelé par Mike Tomlin, il est devant sa télé à regarder la draft et à dire, allez, Pittsburgh, choisissez-moi, blablabla. Donc, il a vraiment envie d'y aller. Pourquoi? À mon avis, c'est que il est dans une situation maintenant, en tout cas pour cette saison à venir, où il a zéro pression. C'est-à-dire qu'il sait pertinemment qu'il sera sur le roster. Il y a aucun scénario dans lequel il n'est pas sur le roster pour moi. Sauf, je sais pas, il fout le feu à la maison de ses voisins et bref, je sais pas pourquoi je pense à ça. Bref, il n'y a aucune pression. Il sera sur le roster. Il y a même 99% de chances qu'il ait sa place sur le roster de l'année prochaine garantie. Donc à ce niveau-là, zéro pression. Pourquoi il voulait venir à Pittsburgh? Parce qu'il sait que s'il arrive maintenant dans une QB room où tu as Mason Rudolph et Skylar Thompson, tu auras des opportunités parce que c'est deux mecs dont on connaît les limites. On sait très bien, c'est pas des mecs qui sont des titulaires en puissance. Donc voilà, si la QB room reste comme ça, Howard se dit j'aurai une opportunité. Le pire scénario possible pour lui, c'est qu'Aaron Rodgers vienne. Et finalement, dans ce pire scénario, il a au moins un an pour apprendre d'un futur Hall of Famer. Donc, dans tous les cas, il s'en sort pas mal et il est dans une bonne situation. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir plus tard, etc. Mais en tout cas, il devrait avoir pas mal d'éléments en sa faveur. Ouais, tout à fait. Selon Jerry Dulac, qui est un des insiders les plus respectés et reconnus à Pittsburgh, je l'ai écouté, il était chez Rich Eisen, un animateur qui parle beaucoup de NFL, et il avait l'air assez convaincu, en tout cas selon lui, il estimait que le front office de Pittsburgh était complètement convaincu que Rodgers allait signer. C'était ce qu'il disait. Donc, Ouais. à Et c'est voir, c'est mais ça en qui est tout cas, intéressant. C'est ça qui est ouais, intéressant, c'est vas-y. c'est bien que tu en parles aussi. Cette certitude que le front office a que Rodgers va signer, pour moi, c'est vraiment une gestion absolument catastrophique de cette situation. Parce que, quelque part, entre un joueur qui cherche une équipe et une équipe qui a besoin d'un joueur, c'est une négociation. Voilà, dans le plus simple, dans les termes les plus simples possibles, c'est une négociation. Là, en termes de négociation, les Steelers, ils ont dit à Aaron Rodgers, tu nous dis ce que tu veux faire. Nous, on te veut, tu nous dis. Moi, je suis Aaron Rodgers dans ce cas-là. Je dis, bah écoutez, je veux le double du salaire que j'avais l'année dernière parce que les Steelers, ils sont all-in sur Aaron Rodgers. La draft est arrivée, ils n'ont pas pris de QB. Je pense que s'il y avait aucune certitude sur Rodgers, en tout cas aucune opportunité,
peut-être qu'on draft un QB plus haut. Là, on le fait pas. Aussi Alors, peut-être pour avoir cette situation, je sais que j'avais vu des gens qui en parlaient avant, qui disaient Rodgers veut éviter une situation à la Kirk Cousins, qui était arrivé à Atlanta, pour voir ensuite les Falcons drafter un QB au premier tour avec Michael Penix. Et finalement, tu arrives avec des promesses et voilà, t'es à peine arrivé, tu dis, bon, je suis déjà en danger. je, je pense que la situation est un peu différente, c'est ça qu'on en avait reparlé, mais bon, quand Cousins arrive à Atlanta, il sort d'une grosse saison avec. Enfin, il revient de blessure, mais il a un statut qui est un peu énorme. Il est un peu plus jeune, il est dans la trentaine. Il Ouais. a peut-être il signe ce contrat. Tu dis bon, peut-être qu'il va être pendant les 4 prochaines saisons un Pro Bowler, quoi. Rodgers maintenant, en vrai, même lui, il va pas prétendre qu'il va jouer 4 ans, je pense. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu plus, la situation est un peu différente. Et je pense, s'il signe quelque part, s'il signe à Pittsburgh, il sait bien qu'il va y avoir un QB, un Ouais. jeune qui va être drafté ou quoi derrière. Et selon lui, alors c'est ce qu'il prétend, hein, ça dépend à quel point, enfin quel poids on accorde à ses paroles, mais il affirme vraiment, il le disait chez son grand ami, Pat McAfee. maintenant qui est McAfee. McAfee, Pat McAfee, le podcast de Pat McAfee, il disait que l'argent n'était pas un problème, et que c'était pas ça le problème, c'était juste lui, il avait des soucis personnels et qu'il devait les régler avant de prendre sa décision, etc. Il a toujours des soucis personnels, Rodgers. Il veut, Oui, il veut trouver sa lumière interne en allant prendre des substances bizarres. complètement. Mais, C'est mais un peu voilà, ça qui est chiant aussi. oui, mais je pense que c'est ce qui m'a fait croire, enfin, penser ces derniers jours que effectivement, là, ça a l'air plus d'être lui s'il il prend son temps et puis Pittsburgh a l'air assez convaincu. Mais quoi qu'il en soit, qu'ils ne viennent ou qu'ils ne viennent pas, je crois pas que ça change énormément de choses quant à la stratégie, en tout cas la stratégie que je pense qu'elle a l'heure que j'exprimais tout à l'heure. Parce que s'il vient, il va pas faire plus que 2 ans. Même s'il fait une super saison incroyable, bon, à part si vraiment il fait une saison fantastique, il monte. Hmm. Mais même, je veux dire, même quand Brady a plus de 40 ans, fait une saison fantastique, il arrête la saison d'après ou quasiment. Donc, Ouais. c'est juste passer un joueur exceptionnel et il peut encore jouer, mais normalement il va arrêter. Donc C'est ça qu'il que j'ai vienne ou lu qu'il. aujourd'hui, Vas-y. qui est un petit peu différent de ce qu'on a lu dans les semaines précédentes. C'est que on le disait, bon, Rodgers en pole position pour les Steelers, mais il y avait des rumeurs comme quoi il attendait peut-être que Minnesota vienne le chercher ou qu'une autre équipe vienne le chercher. Ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est qu'apparemment la décision de Rodgers, c'est entre les Steelers et la retraite. Mhm. Et vu qu'en gros on lui a déroulé le tapis rouge, on n'a pas vraiment de plan B s'il dit finalement je raccroche et puis je vais aller vivre dans l'Amazonie. Non. Bah, s'il n'y a pas le plan B, bah, alors il y avait toujours la possibilité de faire un trade pour aller chercher Cousins, qui est un peu un Ouais, des rares qui serait éventuellement possible, mais ça coûterait quand même quelque chose. Et pas sûr que Pittsburgh va lui sacrifier. ouais. Mais à Des quel choix de moment draft ou aussi? quoi, ou un À joueur. quel moment tu fais ça? Tu vas arriver, tu vas avoir les premières activités là qui vont arriver au mois de mai, Voilà. le mini-camp, etc. C'est quand même bien de savoir qui sera ton QB quand tu commences les entraînements et tu commences à bosser sur ton roster, quoi. Oui, c'est sûr. Mais selon moi, enfin, je pense qu'ils sont convaincus qu'il va venir et que s'ils viennent pas, ils se disent bon bah on jouera avec Rudolph Non. et puis on peut gagner 8 matchs avec Rudolph. Enfin, je veux dire, Ouais, 8 ou 9 ouais. matchs. Pour moi, c'est pas complètement improbable. Peut-être que Non, je suis fou, hein. tu sais quoi, Mais je pense que tu as raison et j'ai pas envie de l'accepter. J'ai pas envie de l'accepter. Bon, si on résumait un petit peu cette draft, ce qui est un petit peu le thème, clairement, et puis Tomlin l'a dit vraiment sans se cacher, c'est la physicalité. On a vu ça avec les deux joueurs de ligne défensive qui ont été draftés, qui font 2 mètres et 150 kilos chacun. On a vu Jack Sawyer aussi arriver, on a vu un linebacker intérieur aussi arriver. Clairement, c'était le thème de cette draft, clairement influencé par la façon dont la saison s'est terminée, encore plus le dernier match à Baltimore en playoff. Est-ce que c'est la bonne stratégie ou est-ce qu'il y a une surréaction possible par rapport aux 299 yards que les Ravens n'avaient mis au sol en playoff? je pense que enfin, l'avenir nous le dira à quel point ça aura un impact ou pas. Mais je pense que c'est pas une overreaction. Je pense que même s'il n'y avait pas eu 299 yards et même juste 100, enfin même si Pittsburgh avait 800. pris moins la sauce contre la course, ils auraient remporté cette partie-là. C'était dans la logique des choses après 2 saisons à renforcer la ligne offensive, de maintenant s'attaquer à la ligne défensive.
Donc, je pense que c'est pas trop bizarre qu'il l'ait fait. Je pense que c'était une bonne décision. Ce qui est plus étonnant, effectivement, c'est le fait d'avoir doublé le poste en prenant un 5e tour encore, plus encore un linebacker avec Jake Sawyer. Ça, c'était un peu moins attendu. On se disait peut-être qu'il y aura quand même un receveur quelque part, un cornerback un peu plus haut. Ça s'est pas arrivé. Bon, ils ont été chercher un autre receveur vétéran qui vient d'arriver Robert tout Woods. fraîchement. Robert Woods, on verra ce que ça vaut. Ça, c'est pas vraiment du titulaire en puissance, mais voilà, je pense que globalement la draft est cohérente. Si tu regardes les notes attribuées par les différents sites analystes, c'est pas la meilleure de toutes les équipes. Généralement, plutôt noté autour de B, B-, donc ce qui est plutôt moyen. C'est pas la pire non plus, hein. Il y a eu des drafts bien plus catastrophiques, même au sein de la division, hein. Notamment Cincinnati, étonnamment, qui a fait une draft assez bizarre. Les Browns, on en a parlé. Bon, le Baltimore draft très très bien. Ça va être très très Toujours. difficile de rivaliser avec encore une fois. Mais moi, j'ai l'espoir. Je pense que aussi, que c'est ça, quand on voit la draft et ce qui se passe à Cleveland, c'est un bordel quand même assez énorme. Cincinnati, c'est Cincinnati, mais la défense de Cincinnati sera toujours un peu, toujours pas toujours bancale. Donc, moi, je suis assez content. J'aurais peut-être fait un ou deux changements différents, mais globalement, Ouais. je trouve la Le draft est correcte. le thème te Et le thème est convient en tout cas. respecté. Ouais. Ouais. Will, Moi, je suis un peu plus façon de voir les choses. mitigé. Ouais, je suis un peu plus mitigé. La saison dernière, on a été incertain sur notre quarterback. On était incertain contre la course. On avait pas mal de soucis à régler avec cette draft. À la fin de la saison, on a perdu un nombre incroyable de joueurs. Le front office a décidé de prendre un problème et de le résoudre. Donc, c'est le problème à la course. Ils ont résolu ce problème. On l'espère tous. Il reste quand même plein d'autres sujets à régler. Le poste de quarterback, donc tout porte à croire qu'ils ont tout fait pour dérouler le tapis rouge pour Aaron Rodgers. J'espère qu'il va venir et qu'il sera bon. J'espère qu'il va venir et en même temps j'espère pas. Enfin bref, je suis mitigé. On a réglé un problème, ça c'est sûr, mais je me rappelle dans un épisode on a dit qu'on aimerait du changement. Et là, on a du Steelers, Ouais. 100%. On a les mêmes écoles. Si vous revenez 1 ou 2 ans en arrière, on a pris Logan Lee, on a pris Yaya Black, on a pris les 3 joueurs de Iowa, on a pris 2 ou 3 joueurs chez Ohio State. On n'a rien changé, en fait. Nous qui voulions du changement, on n'a pas vraiment de changement. Mais on a quand même un problème qui a été, entre guillemets, résolu. Donc c'est pour ça que je reste mitigé après cette draft. Et on verra bien. Mais ça veut dire que, je me permets juste je te pose la question, si par exemple on avait choisi Jackson Dart au premier tour ou Shedeur Sanders, t'aurais été plus satisfait? Ou t'aurais quand même Euh, été mitigé? J'aurais peut-être été plus hypé, en fait. Parce que Hmm. en ce moment, à Pittsburgh, avec tout ce qui est sorti sur les infrastructures de Pittsburgh qui sont pas bien, les Nagy qui part, qui est pas content, ça crache un peu sur nous. Et je pense que peut-être qu'il nous faudrait peut-être un petit coup de boost, euh, qu'on parle de nous en positif. Là, il y a beaucoup de négatifs. Ils savent pas quoi faire en quarterback. Il y a plus de running back. Les receveurs vont se battre. Pendant le match, les receveurs vont se battre entre eux. La défense, on se fait rouler dessus. En fait, c'est très négatif ce qui est dit au quotidien sur Pittsburgh. Et j'aurais aimé juste, tu vois, un petit étincelle, un quarterback, un Jackson Dart, même Shedder, je l'aurais pris. Oui, moi j'ai dit Shedder Sanders parce que même si il y a, oui, même s'il y a beaucoup de, Est-ce que je peux dégager quelqu'un d'un enregistrement? Attends. non, je vous jure parce que c'est, on aurait parlé de nous et on aurait dit plein de choses, ça c'est sûr, mais ça aurait changé les habitudes des Steelers. Parce que les Steelers, c'est comme ça, c'est le calme. Il n'y a pas, C'est il y a vrai. pas le petit truc qui fait que
on va parler de nous, on va dire, ah, ils vont peut-être gagner cette année, ils vont Mhm. peut-être faire ci, ou dans 2 ans, ça va peut-être. Non, là, ils vont dire, là, tout le monde dit que les Steelers, ils vont pas gagner leur division. Euh, Enfin, bref, voilà, j'aurais voulu quelque chose de différent. Mhm. Ouais. Non, mais je comprends. Bon, c'est vrai que je- après, après la saison passée, on aurait pu se dire avec un Justin Fields qui reste ou un Russell Wilson qui reste, un peu plus de certitude. Moi en fait, je retire. Bon, moi, je suis un éternel optimiste, donc j'ai l'impression que toujours ça va toujours bien. Même si, en fait, il me suffit d'une semaine de dépression pour que je me dise en fait, ça va, c'est pas si grave. Allez, on va le refaire une saison positive la saison prochaine. On va peut-être passer un premier tour de playoff, on sait jamais. Et moi, j'ai une réelle affection pour Mason Rudolph. Je sais pas, j'aime ce mec. Donc, j'ai l'impression que tant qu'il sera dans le roster, il pourrait se passer quelque chose. Et puis, j'aime aussi, je dois dire que j'apprécie le fait qu'ils aient pas, alors peut-être que là, on est en opposition, mais que j'apprécie le fait qu'ils aient pas craqué, entre guillemets, pour prendre un quarterback au premier tour. Parce que, voilà, l'expérience Kenny Pickett, elle est encore là, ça fait pas si Ouais. longtemps. Et, et s'il l'avait refait et ça n'avait pas fonctionné, là, ça aurait été vraiment compliqué pour garder la face, quoi. Donc, ils Ouais. n'étaient pas convaincus, ils étaient convaincus par aucun de ces quarterbacks-là. Et voilà, ok, moi je suis d'accord avec ça. Je dis, bah, c'est bien. Prenez le temps de bien analyser les prochains qui arrivent et puis allez nous dégoter une pépite. Et puis on verra par la suite, quoi. Ouais. Si je pouvais ajouter un truc sur le thème de la physicalité, je suis pas contre, même plutôt pour. Surtout qu'effectivement, je me rappelle très bien de ce match à Baltimore où j'avais la chance d'être au stade et ce sentiment d'impuissance qu'on a Toi-même, eu tu t'es fait très écraser très par tôt. Eric ou pas? Ouais, ouais, exactement. Exactement. Je l'ai vu arriver comme ça fait bizarre. Mais non, mais c'est vrai que ce sentiment d'impuissance qu'on a eu dans ce match, mais dès les 5 premières minutes, on a vite compris que sur chaque course, de toute façon, il prenait, je sais pas la stat, mais en tout cas en début de match, j'ai l'impression qu'il prenait 8 yards par course. Et c'était pas une moyenne parce qu'il y avait 2 courses de 1 yard et 2 courses de 20 yards. C'était vraiment, boum, chaque course, on prend 5, 6, 7, 8, 10 yards. Et c'est un sentiment d'impuissance qui a vraiment duré tout le match, quelque part qui a commencé avant ce match-là à Baltimore, hein, avec les quelques matchs précédents. Et je comprends que la réaction soit, OK, on a un problème contre la course, il faut qu'on aille le chercher, il faut qu'on aille le résoudre. Après, comment tu fais ça? Il y a plusieurs façons de le faire éventuellement. La façon que les Steelers ont choisi, c'est d'aller chercher des mecs au physique ultra impressionnant. Il y a je sais plus qui a mis ça en place, mais il y a un score pour voir à quel point les joueurs sont athlétiques, qui compare ça en gros à tous les joueurs draftés au même poste pendant des années et des années. Et depuis, allez, disons 3 ans, autour de l'arrivée de Marcan à son poste, les Steelers avaient toujours drafté des mecs ultra athlétiques selon ce score-là. Et cette saison, c'est la première fois que la majorité des joueurs choisis par les Steelers à la draft sont en dessous de la moyenne dans ce score qui nous dit à quel point les joueurs sont athlétiques. Et ça, c'est un changement qui est assez important, je pense, parce que c'est vraiment un changement de vision des choses. Plutôt que de se dire on veut des mecs qui sautent haut, qui sont rapides, qui peuvent tout faire, on repart un petit peu sur une vision à l'ancienne qui est bah, le mec est tellement énorme qu'il va boucher les trous. Tu vois. Alors sur le concept, je veux bien si ça marche très bien, mais j'ai cette peur-là que ça soit vraiment juste bah, le mec qui prend plus de place, quoi. Et aussi, est-ce qu'on n'a pas un petit peu poussé le truc trop loin? J'ai parlé de Jack Sawyer suffisamment pour dire que finalement le choix me plaît, mais est-ce que voilà, si on n'était pas fixé sur une seule chose et un seul but, on aurait pu aussi améliorer le roster dans d'autres domaines? C'est la question que je me pose, j'ai pas la réponse. Et si je peux continuer de parler tout seul, euh, il y a une deuxième chose que j'ai remarqué dans cette draft, c'est qu'il y a quand même beaucoup de. J'ai l'impression que les Steelers ont pas mal de certitudes là où nous, en tant que fans, on n'en a pas du tout. C'est des postes comme la ligne offensive. Donc on va commencer la saison, on le sait, avec Broderick Jones à gauche et Fautanu à droite. Jones, on a vu que c'était un petit peu tout ou rien. Fautanu, on n'a rien vu. Il s'est blessé beaucoup trop tôt dans sa saison rookie. On n'a aucune certitude. Très franchement, les backups en offensive tackle, je sais pas, Dylan Cook doit être là. L'éternel OT numéro 6. Il n'y a pas de profondeur. Pareil sur l'intérieur. Hein. Zach Frazier, super saison, super, très bien. Il n'y a personne derrière. McCormick en garde droit, il a fait une bonne saison en termes
de volonté là, il arrive à trouver un moyen de protéger son QB, mais on voit bien que techniquement, il y a encore du développement qui est nécessaire. Ça, c'est un exemple. On a parlé des corners aussi plutôt derrière Joey Porter et Darius Slay. C'est compliqué. Joey Porter, la saison dernière, déjà j'avais dit, il est propulsé comme CB1 alors qu'on n'a pas de certitude. Ça reste le cas et il a fait une saison un petit peu en dents de scie. Darius Slay, il a 36 ans. J'aime bien quand on signe des joueurs qui sont encore plus vieux que moi parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Mais bon, il faut quand même que le mec arrive à performer. Voilà, c'est un peu les questions que je me pose. Si on part du principe qu'on a beaucoup de certitudes qui, pour moi, ne sont pas justifiées. Alors, tu as raison de le souligner, ces deux coins du terrain, la ligne offensive et le backfield, enfin le poste de cornerback, outre le QB. On pourrait acheter le QB, hein, ça reste incertain, mais bon, disons qu'il y a ce potentialité avec Aaron Rodgers. Ces deux autres, là, ligne offensive et cornerback, c'est un peu les deux points faibles actuellement, effectivement, si tu regardes le roster actuel, quoi. Et ça fait un peu flipper. Et Ouais, notamment la ligne offensive, parce que tu dis, bah, on a investi 2 ans de suite au premier tour dessus, puis en fait, on n'est pas bon. T'es un peu inquiet, quoi. Bon, il y a des backups. L'année passée, il y avait eu des blessures et des backups qui sont sortis et qui ont fait le taf. Donc, à voir. Là, c'est un peu plus inquiétant. Moi, je reste. Si tout le monde reste en bonne santé, ça peut être une très bonne ligne. En fait, c'est ça. Il y a un potentiel que ce ouais, soit une excellente ligne. Si je veux dire, si Jones, si Fotanu joue au niveau qui doit être le leur d'un premier tour de draft, si Frazier continue sur sa lancée et McCormick et Semalo font une bonne saison au poste de garde, tu as 5 joueurs. Tu peux avoir une des meilleures lignes offensives de l'AFC. Enfin, c'est possible. Mais ça peut être aussi la cata. Deux joueurs, Fotanu qui revient de blessure, qui n'est pas du tout au niveau. Jones qui continue à être un peu cata. Et tu as deux tackles compliqués. Donc ouais, c'est vrai que sur ce coin-là, c'est tout rien. Corner, c'est un peu plus de stabilité. Bon, Porter, on sait quand même ce qu'il vaut. Il a quand même un gros potentiel et il devrait faire le taf. Slay, ça reste une valeur plus ou moins sûre, en tout cas pour une saison. Enfin, voilà, ça devrait pas être un trou complètement complet. Il y a quelques joueurs derrière, James Pierre et tout qui peuvent remplir le Jean-Pierre. truc, mais mais, Hum, mais c'est vrai que c'est un peu plus inquiétant. Pour moi, c'est plutôt la ligne Ouais. offensive. Mais effectivement, tu as raison de le dire. On a tendance à un peu oublier ça. Et là, est-ce qu'à la place de draft un Jack Sawyer qui, effectivement, a des raisons, draft un tackle en backup, Ouais. ça aurait pas été plus pertinent, peut-être. Il y a aussi le poste de ouais. receveur dont on n'a pas beaucoup parlé. Metcalf est arrivé, c'est super. Mais tu as aussi l'incertitude de Roman Wilson qui, je crois Oui, qu'apparemment il aurait joué 3 snaps la saison dernière. Je sais pas quand il les a joués, mais bon, voilà, tu sais pas encore ce que tu as. T'as Metcalf, super, un vétéran accompli, on sait ce qu'on a avec lui. Pickens, ça reste un petit peu l'incertitude. Je regarde Will quand je dis ça, parce qu'il va me mordre. Mais il y a quand même l'incertitude. On parle beaucoup de trade potentiel hein, de George Pickens. Je trouverais ça fou, mais voilà, on sait qu'il a sa personnalité aussi un petit peu imprévisible et voilà, il peut se passer quelque chose qui fait que Pickens veuille partir. Et derrière, tu es encore dans l'inconnu, quoi. mm, c'est Je- clair. Pour parler de Après, oui, comme tu dis, Pickens, il y hum, a, il y a Bobby Bois qui est arrivé, Robert Woods. Je vais l'appeler Bobby Bois, j'aime bien. Euh, c'est pareil, hein, il a quoi, une dizaine de saisons derrière lui. La saison dernière, je crois il fait 30 réceptions sur la saison. Donc, t'as même pas de garantie que lui fasse le roster à la fin. Ouais. ouais. Will, tu veux défendre Ouais, Pickens? je veux juste ouais, parler de Pickens. Je crois que c'est sa 4e année. Donc c'est l'année du contrat. C'est l'année où après cette année, soit il est au chômage, soit il a un contrat de 4 à 5 ans avec un gros chiffre. Donc cette année, si les 2, 3 premiers matchs, il a pas de ballon. Alors là, t'es sûr que avant novembre, il va dire bon, je veux partir parce que c'est contracteur, hein, c'est sûr. Donc soit ce sera lui le numéro 1 devant Metcalf parce qu'il connaît déjà le système. Soit, oui, moi je l'ai dit là. Soit, oui, ça va mal se passer pour lui et son ego prendra le dessus. Et en novembre, il est parti. Ça, c'est sûr. Robert Woods, Ouais. pour Ça, parler des receveurs, Robert Woods, pour moi, c'est pour
apaiser le vestiaire. C'est pas un joueur qui fera grand-chose, selon moi. Il viendra sur les packages pour faire pour bloquer du DB, mais c'est pas, il est un peu vieux, quoi. Mhm. Mais est-ce que tu as besoin, moi c'est ça pour Robert Woods, j'ai pas envie d'en parler pendant longtemps parce que c'est potentiellement le Mm. receveur numéro 5 ou 6, mais ça fait des années que les Steelers font ça, qui ramènent un vétéran dans une room de receveurs qui est relativement jeune. Là, tu es allé chercher DK Metcalf. Metcalf, il n'a pas 22 ans. Est-ce que ça Mm. peut pas aussi être lui, et en particulier avec le contrat que tu lui donnes, qui doit être ce leader, qui doit être ce vétéran, auquel cas, tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher un Robert Woods derrière. Ouais, c'est compliqué de se dire ça maintenant. On sait pas comment il va se comporter avec les Steelers. Il était aux Seahawks où il y avait déjà Lockett qui faisait le leader. Lui, il faisait la diva. Est-ce qu'il va continuer Oui. dans ce mindset de diva ou est-ce qu'il va prendre les devants et dire bon les gars, c'est moi le numéro un, faites comme moi. Je sais pas. Bah, son contrat dit qu'il est numéro 1. Et puis, Ça. j'ai pas souvenir de comportement de diva de DK Metcalf, mais Les comparé bagarres à et si Pickens, je quand même, pense hein. que ça devrait aller. Je les ai pas en tête, Ouais, hein, peut-être que je Ouais. me trompe, mais c'est pas c'est le c'est un- profil que j'ai en tête. bah, j'ai ça dans mon groupe de fantasy. Ils disent que à chaque match, ça va se battre aux deux coins du stade parce que tu as Metcalf qui va prendre un DB qui va le boxer, tu as Pickens de l'autre côté qui va faire une souplesse à un autre DB. Enfin bref, non, Metcalf, il a un peu ce comportement de diva et un peu à la Ouais. OBJ qui va chercher le DB qui est très 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 agressif. Hmm. Moi, Après, je tu crois en sais, la paix des braves, moi. Tu après, crois, tu sais, hein? le fait de bloquer un DB et de l'emmener dans les vestiaires, je te rappelle Darnell Washington qui l'a fait la saison dernière. On en était tous très contents, ça nous a tous plu, hein, donc On a pris 15 yards quand même, hein. Hmm. bon, Ouais, putain. ça fait un peu plus d'1h10. On a passé beaucoup trop de temps sur Robert Woods, mais c'est pas grave. Euh, un dernier mot chacun sur la draft et la saison à venir. Et puis après ça, je vais rappeler aussi les prochaines échéances. C'est pas facile à dire. Pour les Steelers avec les premières activités de l'off-season qui vont commencer très vite hein, dès ce mois-ci. Moi je dirais incertitude. euh, Parce qu'en fait, ça peut aller dans les deux sens. On parlait juste avant de la ligne offensive, ça peut être potentiellement une super ligne offensive. Les receveurs, ça peut être potentiellement un duo de receveurs star incroyable. Potentiellement, on peut avoir un bon quarterback. La défense, ça peut être enfin, il y a un plafond qui est très haut cette saison. J'ai l'impression que plus d'autres, mais ça peut être la cata. Ça peut devenir la catastrophe au poste enfin, la ligne offensive s'il y a un ou deux blessés. Si Pickens c'est la galère, il se barre, ça peut être compliqué. Ouais. Si Rodgers vient pas, c'est compliqué au niveau des QB. Euh, S'il y en a un blessé au poste de cornerback, ça devient vite compliqué derrière. Donc voilà. Là, il y a plus de stabilité quand même en défense qu'en attaque, mais incertitude, je pense, c'est un assez bon mot. On peut finir en 4-13 ou en 13-4. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et tous Mais les ça fait bilans entre longtemps les deux. Ouais. parce que même la saison passée, finalement, Russell Wilson avait quand même été signé assez rapidement, et Fields aussi, donc il y avait quand même la stabilité, enfin, ce minimum de stabilité dans la QB room, la défense n'avait pas trop bougé, on savait que la ligne offensive allait être à peu près meilleure que l'année d'avant, il y avait encore Harris, il y avait voilà, une stabilité qui était plus présente. Là, c'est une saison où voilà, ça peut être tout ou rien. Après, s'il y a un homme qui incarne la stabilité, c'est Mike Tomlin, donc il devrait pouvoir être capable de stabiliser ce joli footoir, quoi. Ouais, bah espérons. Moi je te rejoins. C'est l'incertitude euh, sur tous les plans de jeu. Je te rejoins sur ça. Moi, ce que je peux rajouter, on a peut-être oublié ce point. Donc un joueur qui pourrait créer la surprise au roster. Moi, je vais juste rajouter ça. Que selon moi, un de nos petits rookies qui, je pense, va être dans les 53. C'est le dernier linebacker. Alors, Carson Brunner.
pour moi, parce que je le vois un peu comme Tyler Matakevich, qu'on a également perdu, qui est parti en fin de saison. Qui aura, je pense, ce profil de gunner sur special team. Nous, on aime bien ces mecs qui ont faim sur la special team. Donc voilà, la surprise pour moi pour l'année prochaine, ce sera lui qui sera dans le roster. Et je rajoute rien à ce que Lucien a dit parce que je rejoins tout ce qu'il a dit. Je partage son avis. Ouais. Voilà. Je vais finir cet épisode sur une note plus positive, vu que j'ai commencé en déprimant tout le monde avec Ryan Watts. Au poste d'inside linebacker, comme tu le dis, oui, il y a effectivement un joueur qui a été drafté, honneur au 7e tour, je crois. On aura le retour de Cole Holcomb, qui a priori sera prêt pour le début de la saison. Il a raté toute la saison dernière. Après, ça te fait une blessure très grave au genou. Je crois c'était contre Jacksonville à domicile la saison précédente. Oui, il avait C'était percuté un c'était de ma coéquipier, faute. d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment la faute à pas de chance, quoi. Donc voilà, le petit message positif en termes de blessure, c'est que Holcomb sera de retour. À quel niveau, on verra bien. Mais voilà, c'est une concurrence de plus pour Brunner qui risque de compliquer un petit peu la tâche. Je vais rappeler, comme j'avais dit, les prochaines étapes de la saison. Les OTA, donc les premières activités en termes de rookies, d'undrafted et après, je crois que c'est volontaire pour les joueurs sur le roster. C'est dès le 27 mai, donc du 27 mai au 5 juin. Là, effectivement, c'est en option. Et puis à partir du 10 juin, il y a le minicamp qui là est obligatoire pour tout le monde. Et ça dure, je crois, 3 jours. Donc voilà, ça va venir très vite. Hein. On va commencer à lire des choses sur les nouveaux joueurs dès la fin de ce mois-ci. Et puis après, en général, je pense qu'on fera un épisode autour du début du training camp. Et on pourra vous dire qui suivre sur Twitter, etc. pour avoir toutes les infos. C'est toujours un moment intéressant de l'intersaison. Difficile à comprendre pour les gens qui suivent pas la NFL, mais voilà. Je pense que vous êtes comme moi, Will et Lucien, vous allez voir sur les sites tous les jours, il y a des mecs qui font des récaps de tous les plays pendant la journée d'entraînement. C'est toujours intéressant, ça laisse beaucoup de sujets dont on peut parler sans vraiment savoir parce que on voit rien. Mais c'est une C'est période clair. que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Oui, la saison dernière, on guettait chaque apparition de Russell Wilson Ouais, avec l'équipement ou pas, et toutes ces blessures qui traînaient et tout. Alors, c'est toujours un peu rigolo de suivre ça au quotidien. Souvent, c'est beaucoup. On en fait un big deal alors que c'en est pas du tout, mais c'est vrai que ouais, c'est la première fois que l'action revient un peu, donc c'est aussi pour ça qu'on y met un peu du ouais. cœur, quoi. Ouais, c'est là où la NFL est forte quand même. C'est que malgré une saison Mm. relativement courte, ils arrivent à nous garder intéressés pendant 12 mois. Merci Will, merci Lucien. On va maintenant attendre Merci Romain. le mois de septembre avant de voir le nombre de bêtises qu'on a dit dans cet épisode-là potentiellement. On verra bien. Il faudrait des fois que je Oui, bah, reparte il y en en aura beaucoup, je arrière. pense. Ouais, C'est je sais clair. pas. Rappelez-moi au mois de septembre, octobre, novembre d'aller réécouter cet épisode et puis je donnerai des notes à tout le monde. Mhm. Très volontiers. Ça marche. Salut, on va se retrouver autour du training camp, je pense. Donc ça sera un petit peu plus tard dans l'année. D'ici là, profitez bien, lisez tout ce qu'il vous faut sur les rookies, les undrafted et tout ça. Et comme d'habitude, here we go. Salut tout le monde.